Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Bienvenue dans Tout droit. On aborde aujourd'hui un sujet grave et sérieux, celui de la délinquance routière. Infraction, contravention, délit, point, suspension, tribunal. En période de fête, un choix peut tout faire basculer et potentiellement, cela peut finir par un drame. J'accueille donc aujourd'hui avec ma chienne Plume l'équipe qui va faire avec moi cette émission. Monsieur Christophe Barret, merci d'être présent. Vous êtes procureur général près la Cour d'appel de Grenoble. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Patrick Martinez, vous êtes commandant de l'escadron départemental de contrôle des flux de l'Isère. Maître Giromarc, vous êtes bâtonnière de l'Ordre des avocats. Vous êtes pénaliste, spécialiste en droit routier. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Et puis j'accueille Isabelle Broise. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui de ce qui vous est arrivé. On en parlera en fin d'émission. Et vraiment, je salue particulièrement l'effort que vous avez fait aujourd'hui pour nous raconter votre histoire qui a été très grave. On rappelle que vous restez avec nous parce que vous allez voir, on va aborder des sujets et notamment des points que vous ne connaissez pas forcément. Donc, je me tourne tout de suite pour attaquer vers Monsieur le procureur général pour qu'on comprenne bien. J'ai besoin que vous nous expliquiez quelle est la frontière entre une infraction courante et un dossier pénal vraiment grave. Il y a deux critères. Le premier, c'est la dangerosité du comportement. Il y a évidemment des comportements qui sont complètement involontaires, qui sont faits par inadvertance, par inattention. Et puis il y a des comportements où il y a une part de volonté. Par exemple, quand on prend son téléphone, on le prend. Quand on boit un verre d'alcool, on sait qu'on boit un verre d'alcool. On l'a décidé. Voilà, et que si on prend le volant après, on sait qu'on s'assoit au volant de sa voiture et qu'on va démarrer sa voiture. Le deuxième critère, ce sont évidemment les conséquences. Et en la matière, ça peut aller jusqu'aux pires conséquences, qui sont la mort d'une personne. Ça peut être celui qui a commis l'infraction, mais hélas, c'est aussi souvent ceux qui subissent les infractions qui sont commises. Et juste un chiffre pour cadrer le débat, sans que ce soit trop grave, mais c'est une réalité, plus de 3000 morts par an sur nos routes. 3000 morts par an, donc en effet, ça a des grosses conséquences. Maître Giromarc, quand quelqu'un est contrôlé ou convoqué, quel droit essentiel il faut qu'il connaisse pour ne pas se faire balader par la procédure? Qu'est-ce que vous conseillez? Oui, alors Sophie, il y a 3 droits fondamentaux qui transcendent d'ailleurs toutes les questions pénales. Oui. C'est le droit de se taire. C'est un droit qui a été consacré par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est transposé dans notre législation interne. On a le droit de ne pas répondre aux questions. Définitivement ou temporairement, tant qu'on n'a pas mesuré ou tant qu'on n'a pas rencontré son avocat, tant qu'on n'a pas conscience peut-être des faits qui ont été commis ou des faits de prévention reprochés. Deuxième, c'est le droit de se faire assister, précisément. À partir du moment où vous êtes interpellé, vous avez la possibilité, dès lors que vous êtes entendu, que ce soit dans le cadre d'une garde à vue ou pas, vous avez le droit de vous faire assister. Et puis, le troisième qu'on doit avoir en tête, c'est le respect du contradictoire. C'est-à-dire que tout ce qui sera dit sera partagé. Puisqu'en fait, il y a un équilibre des forces entre les forces, celles de la répression, celui qui incrimine et celui qui se défend. Et donc, tout doit se faire dans la transparence. Donc, il faut avoir conscience que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera produit, sera utilisé dans le cadre d'un éventuel procès. Donc voilà, ça c'est vraiment les droits fondamentaux à connaître dans le cadre d'une interpellation ou d'un contrôle. Merci maître. Mon colonel, je me tourne vers vous. Pendant les fêtes, qu'est-ce que vous contrôlez en priorité? Comment on procède à un contrôle classique ou au scénario, ça part en procédure? C'est quoi le distinguo? Alors pendant les fêtes, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de sécuriser l'ensemble de la population. Éviter les risques importants et surtout les débordements. Donc du coup, nos contrôles classiques
sont là pour montrer à la population que nous serons présents sur les routes tout au long des fêtes et même juste après les fêtes, parce qu'il y a les conséquences des fêtes. Donc du coup, nous recherchons essentiellement les comportements à risque, notamment liés à l'alcoolémie, à l'usage des stupéfiants qui est interdit, mais pour certains prennent le volant derrière. Donc nous allons rechercher essentiellement ces cas-là. Mais nous allons aussi traiter tous les dossiers liés à la vitesse, à l'usage du téléphone, et comme par hasard, c'est les dossiers aujourd'hui de l'émission. On va en parler, on va développer. Alors justement, maintenant qu'on a posé les bases, on attaque tout de suite avec les excès de vitesse. La vitesse, c'est l'infraction banalisée. Oh, je suis un peu au-dessus, on l'entend souvent, sauf qu'en droit, un peu, ça peut très vite devenir amende, point, suspension, retrait de permis. Mon colonel, justement, sur le terrain, qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Qu'est-ce que vous donnent les gens comme excuse? Le plus souvent, les gens nous disent « je ne savais pas à quelle allure j'avais le droit de rouler ». D'accord. Puis parfois, quand on dépasse un peu la vitesse, « oui, mais c'est juste un petit peu », etc. Les usagers de la route, souvent, se dédouanent. Après, sur les grands essais de vitesse, malheureusement, on entend trop souvent « oui, mais je vais parce que j'ai une personne de ma famille qui est en train de décéder » ou choses comme ça. Et ils essaient de justifier leur vitesse très excessive de cette manière, sans prendre en compte les dangers qu'ils prennent ou qu'ils font courir aux autres. Alors justement, monsieur le procureur général, comment est-ce que la justice lit la vitesse? Alors, elle la lit comme le révélateur d'un comportement. Comme l'indiquait le lieutenant-colonel, c'est le révélateur d'une dangerosité. Oui. Donc, en droit, c'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante. Ça peut être une infraction à part. Voilà, vous commettez un excès de vitesse, c'est en soi une infraction. Et c'est une infraction parce que la loi est d'abord faite pour protéger. Et pour protéger, il faut aussi parfois sanctionner. Mais la vitesse, ça peut être aussi une circonstance aggravante, c'est-à-dire que ça va aggraver la peine qui est encourue et qui risque donc d'être prononcée par le tribunal lorsque c'est accompagné d'un excès de vitesse. Alors justement, Maître Giromarque, je me tourne du côté de la défense. Qu'est-ce qui se discute sur la vitesse? Est-ce qu'en droit, il y a des choses qui se discutent plus du tout? Est-ce qu'il y a des excuses qui sont admissibles, qui sont entendus? Alors, de toute façon, s'agissant de l'excès de vitesse de façon autonome, c'est une contravention, l'élément intentionnel, et donc toutes les circonstances qui pourront être évoquées, ce que vous disiez, seront totalement indifférents dans le débat. C'est contrôlé, l'infraction, elle est matérialisée ou pas. Quelle que soit l'intentionnalité, j'avais l'intention de rouler vite ou j'avais pas l'intention de rouler vite. C'est indifférent. Après, peut-être, quand c'est une circonstance aggravante, les circonstances propres à la commission de l'infraction seront indistinctes. Mais en tant que telle, si elle est vérifiée, et c'est exactement ce que vous disiez, ce qui se discute ou ce qui se discute pas, tout se discute. En fait, dès lors que je suis saisie d'un dossier, je vais regarder tous les points de droit. C'est-à-dire la compétence des agents, c'est-à-dire la fiabilité du matériel. D'accord, donc on vérifie d'abord la forme. Bien sûr, la matérialité, le lieu de l'infraction, oui. tous les points, et ce sont des points de procédure. L'auteur même de cette contravention ne peut pas savoir si effectivement l'infraction, parce que tout le monde arrive en disant il doit y avoir un vice de forme ou une nullité. Oui, mais ça, et souvent on nous montre des points qui n'ont absolument rien à voir. Il faut rentrer dans le dossier et vérifier, et surtout autour de l'appareil qui va vérifier la vitesse. C'est essentiellement parce que ce sont souvent des vieux appareils, donc ils doivent être vérifiés annuellement. Et donc, c'est de vérifier, moi, la procédure pour savoir si l'appareil est conforme ou pas conforme et si la vitesse appréhendée, elle peut être réelle par rapport au comportement du conducteur. Alors tout ça, c'est le contrôle de la forme. Et là, je me tourne vers tous les trois. Sur le fond, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Est-ce que vous entendez, vous acceptez des circonstances atténuantes? Monsieur le procureur général. Oui, en France, on a un grand principe qui est la personnalisation des peines. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois examiner dans quelles circonstances, par quelle personnalité ont été commis les faits qui sont reprochés, qui constituent une infraction. Ça peut arriver de manière exceptionnelle. Et le plus souvent, ça arrive, mais j'allais dire au détriment de celui qui est poursuivi. Lorsque vous avez quelqu'un qui a déjà été condamné, qui a déjà perdu des points, ou de nombreux points, voire qui n'a plus du tout de permis parce qu'il n'a plus de points. C'est la récidive. Voilà, qui a déjà été condamné plusieurs fois pour des infractions de même nature, notamment celles qui sont liées à l'alcool, parce que
souvent ça veut dire qu'il y a une problématique alcoolique. Bien sûr. Et bien évidemment qu'il n'y a pas la même peine. Mais ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que nous sommes sévères. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible qu'il y ait plus de 3000 morts en France à cause de comportements qui sont des comportements choisis, délibérés. Et c'est la raison pour laquelle le législateur est très sévère. Les peines encourues sont très sévères, on les évoquera tout à l'heure. Mais vous voyez, à l'heure où nous parlons, en France, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en prison, derrière les barreaux, pour des infractions routières. Alors grave, justement, très grave, évidemment. Après la vitesse, on va passer à un duo qui fait des ravages, alcool et stupéfiants. Surtout, vous restez avec nous, justement, pour l'info refus de contrôle. Beaucoup d'entre vous vont en être bien surpris, donc écoutez bien. Alors, pour l'alcool, le droit parle en seuil. À partir d'un premier seuil, l'infraction est déjà là. C'est une contravention. Au-dessus d'un autre seuil, on bascule sur un délit. Et pour les stupéfiants, c'est encore plus strict. La simple présence du produit dans le sang suffit à constater l'infraction. Monsieur le procureur général, est-ce que vous pouvez nous expliquer très clairement ces seuils ? Alors, pour l'alcool, c'est très simple. Ça commence à être une infraction à partir de 0,5 grammes par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Et bon, là, c'est une contravention. Grosso modo, si je veux être simple, à partir d'un verre, vous commencez à risquer, voilà, sachant que nous ne sommes pas égaux face à l'alcool, si je puis dire. Voilà. Alors, si on ne veut pas prendre de risques, c'est très facile. On ne boit pas. Mais ça, c'est le premier seuil. Le deuxième, c'est qu'à partir de 0,8 grammes par litre, ça devient un délit. C'est-à-dire que vous risquez au-delà la de 2 prison. verres, en fait, quasiment. Voilà. De la prison, vous risquez de perdre votre permis, vous risquez de voir annuler votre permis, vous risquez de voir confisquer votre véhicule, et puis évidemment des amendes qui peuvent être importantes, et puis de l'emprisonnement qui peut se compter en années de prison. Là aussi, évidemment, on ne va pas traiter de la même manière quelqu'un qui est pris pour la première fois, qui n'a pas causé d'accident, et puis quelqu'un qui est pris pour la xème fois et qui aura causé un accident avec des conséquences qui sont terribles pour tous, pour les victimes directes, mais aussi pour notre société. Le colonel en parlera mieux que moi. Ça mobilise des moyens très importants, des moyens hospitaliers. Et là, ça se compte en dizaines de milliards d'euros, les conséquences de la délinquance routière. Alors, mon colonel, le piège du lendemain. Parce qu'il y a la soirée, on rentre, et le lendemain, vous voyez souvent des gens qui disent « je me sens plus alcoolisé, je suis tranquille, je peux y aller, je peux rouler, aller à la boulangerie du coin, chercher mes croissants ». Scientifiquement, le test va dire l'inverse. Ça se passe comment ? C'est ça. Scientifiquement, effectivement, le test dira souvent l'inverse. Déjà, pour ajouter quelque chose à M. le procureur général, quand on parle de nombre de verres, on parle de dose de bar, pas de dose de la maison. Ah. C'est important. Dans les doses de bar, un verre d'alcool fort, une bière classique à 4-5 degrés, un verre de vin, c'est la même dose d'alcool. D'accord. Or, à la maison, quand on se sert un apéritif, on est plus généreux. On est beaucoup plus généreux, et sur les alcools forts, ça fait vite du dégât. Le piège du lendemain, c'est quoi ? C'est on s'enivre dans la nuit, on a dormi peut-être 1 ou 2 heures, on se sent bien, on repart, parce qu'on a perdu les premiers effets. Or, l'alcool est toujours présent. Ce procureur général a bien indiqué qu'il y a 2 taux, donc le 0,5 g et le 0,8 g, donc 0,25 mg à l'air expiré, 0,5 à l'air expiré. C'est parce qu'il y a encore des risques importants de réduction des réflexes, de perception de distance, de perception de vitesse, etc. Et donc du coup de risque d'accident. Donc là, on a encore des risques importants. Donc quand on dépiste, nous, les personnes à l'alcoolémie, on retrouve des traces d'alcool. Je fais une petite précision, notamment pour les jeunes conducteurs. Le taux n'est pas de 0,5, il est de 0,2. Oui, donc c'est-à-dire le premier verre, c'est fini. Voilà. Les jeunes conducteurs, tous ceux qui nous écoutent là, qui vont nous suivre et qui nous suivent sur les réseaux, c'est important de le marteler, c'est 0 verre d'alcool. Voilà. 0. Voilà. Prends pas de risque. C'est 0 verre parce qu'autrement on est systématiquement au-dessus du seuil. Et les chocolats à la liqueur ?
Non, mais parce que c'est vrai, en ce moment, finalement, on peut en prendre. Il y a un risque quand même. La dose d'alcool est quand même plus légère. Mais effectivement, ça participe. Eh oui. Voilà. Et ça dépend aussi si on a mangé, pas mangé, etc. Le plus simple, comme dit le procureur général, à juste titre, on doit conduire, on ne boit pas, et c'est le plus simple. Je me permets d'attirer l'attention aussi, parce que là, on est dans la phase judiciaire. Mais dès le contrôle, à partir du moment où le test est positif, et en matière d'alcool, donc plus de 0,40 en matière délictuelle et en matière de stupéfiants, c'est 6 mois de suspension administrative du permis de conduire. C'est-à-dire que c'est immédiat. Ah oui, c'est immédiat. Donc c'est immédiat, donc il y a un avis de rétention. Le préfet a 5 jours pour prendre sa décision. Généralement, elle est prise dans les 24 heures. Et déjà, il y a un délai de 6 mois de suspension administrative, avant même qu'on vérifie la procédure, les tenants de la procédure, si le taux était correct, pas correct, etc. Donc c'est immédiat. Tout de suite, c'est immédiat, et ça doit tout de suite être imprimé dans l'esprit des gens, c'est qu'immédiatement, ils risquent de perdre leur permis de conduire pendant 6 mois. Alors justement, là, je me tourne vers Monsieur le procureur général, et c'est là qu'on en arrive à l'info méconnue du public, et donc de nos auditeurs. Que se passe-t-il si on refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie? Il se passe une chose très simple, c'est qu'on refuse de se soumettre à la loi, puisque la loi prévoit qu'on doit se soumettre à un contrôle. On ne peut pas refuser. Et, voilà. Et donc, si on refuse de le faire, c'est qu'on a quelque chose à cacher. C'est ce qu'estime le législateur à juste titre. À juste titre. Et donc, vous encourez les peines de l'alcoolémie maximum, c'est-à-dire au-delà de 0,8. D'accord. Et a priori, ça donne, du coup, ça ouvre droit. Enfin, c'est une nouvelle infraction, c'est ça, qui est différente de celle de l'alcoolémie. Et dans les faits de prévention, elles peuvent même se cumuler. On voit le refus de se soumettre d'une part, et s'il y a un contrôle après garde à vue quelques heures après, il peut y avoir conduite sous l'empire d'un état alcoolique, effectivement. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment le très mauvais conseil à prendre. À chaque fois. Et c'est 6 points. Très bien. Donc en fait, bien sûr. Quelque chose, c'est qu'en Isère, nous appliquons une directive qui nous est donnée par la préfecture, c'est d'immobiliser le véhicule durant 7 jours, aux frais du propriétaire de la voiture. Donc Sophie, vous prêtez votre voiture à quelqu'un qui conduit alcoolisé, votre voiture part en fourrière. Les frais de mise en fourrière et de la garde pendant 7 jours sont à votre charge. C'est moi qui les paye, d'accord. Donc voilà, prêt de véhicule, on évite. Malheureusement, les chiffres montrent que nous allons risquer de rencontrer près de 3000 cas sur l'ensemble de l'année 2025 pour les services de gendarmerie sur l'année 2025. Donc, on espère que Tout droit va contribuer en tout cas à réduire ces contraventions routières dans la période de fête qui va arriver. Justement, on va se faire un petit vrai-faux juridique. On répond vite, c'est l'objectif. Et c'est surtout repartir avec les bons réflexes pour éviter les « ah bon » au bord de la route. Séquence vrai-faux. Monsieur le procureur général, refuser de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie, c'est moins grave que d'être positif. Faux. Mon colonel, téléphone en main en conduisant, ce n'est qu'une petite amende. Faux. Et non, le téléphone, c'est pas une extension de la main, c'est une infraction. Voilà, c'est bien une infraction, 135 €, minoré à 90 €, plus un retrait de 3 points. Et dans certains cas, lorsqu'il y a une autre infraction de type franchissement d'une ligne continue, excès de vitesse, un franchissement de stop, etc., on va jusqu'au retrait de permis. Maître Giromarc, téléphone en main, plus une autre infraction en même temps, on peut retenir le permis? Suspension administrative du permis de conduire, 6 mois. Monsieur le procureur général, au-delà d'un certain taux d'alcool, on est sur un délit? Archi vrai. Mon colonel, stupéfiant au volant, ce n'est pas une question de « je me sens capable ». C'est interdit dès qu'on en retrouve la trace dans le sang. C'est déjà interdit d'en consommer. Donc, effectivement, vous avez... Donc les stupéfiants, c'est immédiat. Hein. Maître Giromarc, les contraventions de 4e ou 5e classe, c'est pas grave? Ah ben si, c'est grave, puisque ça peut entraîner aussi jusqu'à la suspension administrative, judiciaire du permis de conduire. Alors c'est la fin du vrai-faux, mais maintenant... Et là, c'est important parce que vous allez nous citer les chiffres. On parle du danger le plus banal, celui qui peut tuer en silence. Quelques secondes d'inattention, le portable au volant. Mon colonel, vous m'avez raconté avant l'émission une histoire que vous avez rencontrée, un cas pratique. Et vous allez nous en parler tout à l'heure, ça glace le sang. Parce que juridiquement, dès qu'on utilise un téléphone en main, donc appuyer, lire, envoyer un message, on est tout de suite en infraction. Donc, en fait, juste 2 secondes, c'est la durée la plus dangereuse. Je me permettrai de vous interrompre. Bien sûr. On n'utilise pas son téléphone. Ah oui.
c'est dès l'instant que nous avons le téléphone dans la main, quand bien même nous ne l'utilisions pas et que nous conduisons, c'est une infraction. Je tiens, j'ai rien fait. Ça caractérise l'infraction. Nous ne sommes pas là pour faire la preuve de l'usage du téléphone, mais dès l'instant que nous constatons que vous avez le téléphone en main et que vous conduisez, ceci constitue une infraction. Le législateur a prévu que nous n'ayons pas à faire la preuve de l'usage du téléphone. Alors comment vous constatez ça? Visuellement déjà. Voilà, à partir du bord de la route, par des contrôles routiers qui sont organisés. Voit, on cache le téléphone discrètement. Oui, bien sûr, mais nous avons aussi des moyens banalisés. En moto banalisée, on a une vue encore plus plongeante dans les voitures, mais aussi des véhicules autres banalisés où on se fond dans la masse et on détecte l'usage. On détecte aussi l'usage par rapport au comportement du routier du conducteur. Un véhicule qui zigzague sur autoroute tout en restant parfois dans sa voie de circulation ou en débordant, c'est signe en général qu'il y a soit un malaise en prévision, en bon cours, ou un usage du téléphone. Et étrangement, souvent, quand on arrive aux abords du conducteur, il est en train d'utiliser son téléphone ou de le tenir en main. Alors, monsieur le procureur général, quand justement on a le téléphone et une autre infraction et un accident, comment on raisonne, comment vous raisonnez au pénal? Eh bien, là encore, on apprécie la dangerosité globale. Et au regard de la loi, ça constitue des circonstances aggravantes qui peuvent se cumuler. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle maintenant un homicide routier, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort du fait qu'on tue quelqu'un, et que vous allez cumuler ces circonstances aggravantes, ça peut vous faire encourir le maximum des délits prévus par la loi, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et ce dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose de théorique. J'ai connu des dossiers avec 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans d'emprisonnement ferme, prononcés pour des homicides routiers avec des circonstances aggravantes. Voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas pour embêter les gens qu'on les sanctionne quand ils ont le téléphone en main. C'est que c'est scientifiquement établi que lorsque votre attention est détournée, en particulier par le téléphone, vous êtes moins efficace dans la conduite d'un véhicule, et c'est très pratique, les véhicules, mais ça peut être très dangereux si on n'est pas suffisamment attentif. Alors après, il peut y avoir d'autres circonstances, mais justement, ne rajoutons pas. Celles-ci, on peut les éviter. Juste d'un mot, l'enjeu, c'est comme de boire. C'est le rapport. Oui, c'est très sympa de boire un verre avec sa famille, ses amis, dans un moment de fête, ou 2 verres, ou 3, et on n'est pas ivre-mort, et tout le monde est joyeux. Mais en regard, qu'est-ce qu'on se dit? Et c'est ce que nous voyons tous les jours, c'est ce que voit le lieutenant-colonel et ses militaires sur les routes tous les jours. Qu'est-ce qu'on se dit quand on se rend compte qu'on a tué quelqu'un, qu'on a détruit une famille, qu'on a détruit un groupe d'amis? On se dit, mais est-ce que ça valait la peine? Voilà. Alors, on n'empêche pas aux gens de passer un bon moment. Simplement, on ne choisit pas de conduire après. Voilà. C'est tout. Justement, mon colonel, j'aimerais que vous nous racontiez le cas que vous avez eu à connaître et qui, vous me l'avez dit en off tout à l'heure, vous a beaucoup, beaucoup marqué. Oui, malheureusement, j'ai en tête un accident qui, je pense, je garderai en mémoire toute ma vie. J'ai été appelé à intervenir sur l'autoroute où je découvre un homme décédé au volant, du moins sur la place avant, la passagère qui est à l'extérieur de la voiture avec sa chasuble jaune en protection, 2 enfants à l'arrière, écrasés entre la banquette arrière et les places de devant, et un autre véhicule un peu plus loin avec son chauffeur également sorti de la voiture. Ce qui arrive dans les circonstances, c'est que le conducteur qui a percuté ce véhicule, qui était à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence en tout état de cause parce qu'il était en panne, voit au loin ce véhicule arrêté avec les warnings, mais il est au téléphone. Du moins, il fait des SMS parce qu'il sait... comment dirais-je, il s'est disputé avec son épouse, sa conjointe, et sur une 30aine de kilomètres, nous découvrons qu'il a émis 60 SMS. Mon Dieu. 2 SMS par kilomètre. 2 SMS par kilomètre. Il voit donc au bout de la ligne droite ce véhicule avec les warnings. Il nous dit l'avoir vu. Et pour autant, il va le percuter parce qu'il est focalisé sur faire les SMS. Résultat des courses, on a un homme qui change seulement un fusible pour faire redémarrer la voiture, qui se fait percuter par l'arrière, écrasé par le volant.
2 enfants blessés gravement avec plusieurs chirurgies faciales. Et imaginez ce que j'ai pu voir, une femme pétrifiée. Il n'y a pas d'autre mot, pétrifiée sur le côté, a pu savoir quoi faire. Dans les films d'horreur, on la verrait comme une pierre ou un glaçon. C'est exactement la même chose. Et c'est cette image-là que je garde au fond de moi. Et c'est très, très dur. Et là, c'est en effet une circonstance extrêmement aggravante. Bien sûr. Il n'y a pas d'excuse. Bien sûr, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas mettre en rapport, même si c'était sans doute important dans sa vie, mais d'échanger avec sa conjointe sur ce qu'ils avaient à se dire. Mais simplement, on peut le faire sans mettre en danger les autres. Parce que comment justifier cette mort? Comment justifier ces vies brisées pour une manière de faire? Alors justement, maître. Juste intervenir sur l'infraction de téléphone au volant, parce que la Cour de cassation est venue vraiment circonscrire la période pendant laquelle vous pouvez téléphoner ou pas dans votre voiture. Très bien. Moteur éteint et garé sur une place de parking. Voilà. C'est pas simplement moteur éteint et garé. C'est pas simplement le fait d'être sur le bas-côté, de se déplacer, c'est être garé. Et donc les circonstances dans lesquelles finalement on peut téléphoner dans l'habitacle de son véhicule sont extrêmement restrictives. Ok. Effectivement, ça détermine l'action de conduite. Dès l'instant que le moteur est allumé, qu'on est sur la voie de circulation, nous sommes en action de conduite. Quand bien même nous soyons arrêtés à un feu rouge, nous sommes en action de conduite. Donc c'est interdit. Voilà. Je me tourne maintenant vers Isabelle. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et Isabelle, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre histoire, parce que derrière les textes, il y a des vies. On vient d'en parler. Et un après qui peut durer des années quand on est victime, comme vous l'avez été, d'un accident de la route. Alors, j'avertis notre public, c'est un témoignage difficile que vous allez nous présenter aujourd'hui, mais essentiel pour comprendre ce qui se passe derrière ces chiffres. Donc, prenez votre temps, on vous écoute, vous vous arrêtez quand vous voulez, et merci encore d'avoir accepté de venir. Merci. C'est vrai que quand Michel m'a proposé de venir participer à cette émission, j'ai longtemps hésité, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile, même si aujourd'hui on ne voit rien, tout va bien. Mais comme on l'a dit tout au long de l'émission, les conséquences, on les a toujours, je les vis toujours. Au quotidien. Et c'est ancré. Mais si je suis venue aujourd'hui, je me dis que si mon témoignage peut servir, ne serait-ce que d'éviter, ne serait-ce qu'un accident, de faire prendre conscience aux gens. Alors moi, j'ai été victime de jeunes qui avaient tout juste 2 mois de permis, qui avaient bu. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais si je peux essayer de faire passer ce message, vraiment réfléchissez, parce que, comme on l'a dit pendant cette émission, juste un verre, ça peut être dramatique. Et les conséquences, les victimes les subissent tout le temps. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous raconter ce qui vous est arrivé ? Alors, oui, donc ça faisait plus de 20 ans, on était un groupe d'amis, on était allés simplement au restaurant. Et puis en partant, on était plusieurs voitures à se succéder. Moi, j'ai aucun souvenir de l'accident, proprement dit. Je me rappelle pas. C'est mes amis qui, après, m'ont dit comment ça s'était passé. En fait, c'est un véhicule on était plusieurs voitures à se suivre, donc qui a doublé plusieurs voitures, qui zigzaguait, qui allait très vite. Et moi, je ne l'ai pas vu venir. Et apparemment, il nous a tapé par l'arrière. Et du coup, peut-être que sous l'impact du choc, j'ai lâché le volant ou... En tout cas, je ne maîtrisais plus mon véhicule. Mon compagnon, à l'époque, a essayé de reprendre le volant pour remettre la voiture sur la route. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, peut-être, on lui a sauvé la vie. On leur a sauvé la vie parce qu'ils étaient 3 dans le véhicule. Et ils se sont enfuis aussi. Et par contre, nous, on s'est écrasés contre un mur. Donc, en fait, je n'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé, du fait que mon conjoint essaye de reprendre le volant pour remettre la voiture dans la route. Dans l'axe. Par contre, je n'ai qu'un souvenir, j'entends encore, d'en reparler, j'entends encore le bruit qui a été d'une violence inouïe et surtout la douleur. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée coincée. Alors après, j'ai appris que j'avais le moteur dans les jambes, la portière dans le bras. Vous étiez broyée. J'étais broyée, je ne pouvais plus rien bouger. La seule chose que je pouvais faire, c'était hurler. Ce que j'ai fait pendant des heures, paraît-il,
puisque j'ai des amis aussi qui m'ont dit qu'ils avaient été traumatisés par mes cris et du coup qui ont mis des mois à pouvoir eux-mêmes reprendre le volant. Oui, parce qu'il a fallu vous désincarcérer. Ça a duré un long moment, oui. Ouais. Quand vous dites un long moment, on peut peut-être parler en heures. Oui, parce qu'en fait, il y a une première équipe qui est arrivée tout de suite, qui a essayé de me porter secours. Et devant la gravité de l'accident, ils ont appelé une équipe plus équipée, parce qu'il fallait me désincarcérer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon conjoint, au moment de l'impact, je pense peut-être du fait d'avoir voulu essayer de prendre le volant, la ceinture était plus lâche. Et du coup, au moment de l'impact contre le mur, lui, il a été éjecté par le haillon arrière. Et il était rugbyman, donc il a su se protéger et tomber comme il fallait pour limiter les dégâts, les fractures. Et finalement, il n'a eu que, je dis bien que, choc au niveau tête, parce que le fait de vouloir se rapprocher, on a dû taper la tête l'un contre l'autre. Et moi, personnellement, alors oui, aujourd'hui, ça ne se voit pas si on ne s'approche pas, mais j'avais plus d'oreille et j'ai plus de 100 points dans la tête parce qu'il a fallu reconstituer l'oreille. Et voilà, et ça, c'était choc contre choc. Donc, une fracture du crâne, des points de suture. Vous avez eu les os brisés? Tous les membres cassés, fracture du fémur avec déplacement, fracture du bras. J'avais le pommeau de la vitesse qui m'avait fait... Il paraît que j'avais le coude là-bas. Donc voilà, je ne pouvais plus rien faire. Vous étiez sportif de haut niveau? Oui. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Parce que, j'avais, je pense, les muscles suffisants pour pouvoir me gainer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais enceinte. Et j'ai quand même gardé Vous avez réussi à garder votre bébé. Tout à fait. On est tous les deux aujourd'hui vivants et bien portants. Et par contre, eux, ils se sont enfuis. Donc, comme on était plusieurs véhicules, les premiers véhicules sont venus nous porter secours et il y a un véhicule qui a essayé de les poursuivre. Et sous l'impact du choc, en fait, ils ont dû abîmer le pare-choc avant. Et du coup, la voiture ne roulait plus. Donc, ils sont sortis. Ils ont bricolé leur voiture pour pouvoir de nouveau rouler. Ceux qui étaient à proximité d'eux ont dit qu'ils étaient dans un tel état d'ébriété qu'ils ont préféré les laisser partir. Ils ont relevé la plaque arrière et ils sont venus nous porter secours. Par contre, la petite anecdote, c'est que leur plaque avant, elle était dans mon véhicule. Donc, de toute façon, donc voilà. Vous avez pu les retrouver. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Quelles ont été les sanctions? Déjà, ils ont continué de faire la fête parce que les services de police sont allés le lendemain matin au domicile des parents parce que c'était des jeunes conducteurs du propriétaire de la voiture et pour prévenir les parents. Donc complètement inconscients de ce qui venait de se produire. Tout à fait. Et du coup, après, alors j'avoue que en général, quand il nous arrive quelque chose comme ça, moi j'avais d'autres priorités. C'était à m'en sortir, de pouvoir remarcher et de pouvoir aller au bout de ma grossesse et que mon fils s'en sorte aussi. Donc j'avoue que j'ai pas suivi, mais comme ça fait plus de 20 ans, les sanctions étaient vraiment plus légères. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis que la punition n'a pas été à hauteur de ce qu'ils ont. Oui, vous estimez que, surtout pour vous, les séquelles, etc., et puis votre vie qui a basculé. Parce qu'en fait, en un quart de seconde, en fait, la vie s'arrête. Donc je comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, les gens essayaient autour de moi, ont essayé de me rassurer. Donc il a fallu du temps pour me désincarcérer, du temps pour arriver à l'hôpital. Je n'ai jamais perdu connaissance. Donc j'ai traumatisé, je pense aussi, les pompiers qui m'ont dit vous aviez de la voix. Et je me souviens même au moment de partir au bloc, j'avais dit au chirurgien, comme j'étais sportive, je lui avais dit si jamais je ne remarche pas, il faut me laisser partir. Voilà, donc des heures d'opération, ensuite des heures des mois d'hôpital et puis ma vie de sportive en tout cas s'est arrêtée. Et aujourd'hui, des années après, j'ai toujours mal. Au moment du changement de temps, quand on est fracturé de partout, on a des douleurs. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc moi, je le paye au quotidien. Au quotidien et à vie. Alors que, entre guillemets,
ben, eux, ils s'en sortent bien. Isabelle, merci pour votre témoignage, merci pour votre courage, bravo pour votre courage. Alors, on va arriver vers la fin de cette émission. Je me tourne vers vous trois. Des conseils, des petites choses auxquelles on peut penser pour que ce genre de choses n'arrive pas. Je vous écoute. 1, on a le droit de boire, mais pas de conduire. Point. Fumer. Donc on prévoit un SAM. On prévoit un SAM. On ne prend pas sa voiture. On dort sur place. Il y a quelqu'un qui ne boit pas. On l'anticipe. Voilà, on anticipe, exactement. On anticipe s'agissant de l'alcool. Les stupéfiants, ben, voilà. On n'en prend pas. C'est rien. Ou alors on se fait ramener, mais on n'en consomme pas. C'est quand même interdit. Et puis être vigilant. Voilà, être vigilant. Et puis toujours savoir aussi quel est le quota de points pour éviter de perdre son permis de conduire. Alors, on peut peut-être aussi parler des dispositifs contre la distraction au volant. Il y a quand même des systèmes sur les téléphones. Oui, il existe des systèmes, notamment c'est des marques très connues qui ont déjà intégré ça directement dans l'application qui permet de mettre un mode conduite. Pour d'autres systèmes de téléphone, il y a des applications dans lesquelles on peut mettre un mode conduite, ce qui fait que les personnes qui appellent le conducteur savent que la personne est en train de conduire et ne peut pas répondre au téléphone. Et donc, par contre, la personne qui reçoit l'appel téléphonique voit après qui a appelé. Donc ça permet de se protéger au moment donné où on conduit, ou de ce fait-là, on n'est plus tenté de répondre au téléphone. Et oui, voilà, c'est plus simple. Voilà. Monsieur le procureur général, un mot, un conseil à donner pour tous ceux qui nous écoutent? Pensez à tous les autres. Pensez à vos proches. Pensez à vous-même. Et dites-vous, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce qu'il n'y a pas plus simple? Alors oui, il y a des systèmes techniques, mais il y a encore beaucoup plus simple. C'est que quand on boit, on le sait. Quand on s'assoit ou qu'on a consommé des stupéfiants, qu'on s'assoit au volant de sa voiture, on le sait. Et donc on le choisit. Choisissez la vie. Choisissez les bons moments. Ne choisissez pas ni la mort, ni le malheur. Une phrase à retenir. Peut-être sur un petit point. Les fêtes, c'est comme les vacances. Ça se prépare. Voilà. On prépare son véhicule pour partir en vacances. On prépare sa fête sur ce qu'on veut faire. On anticipe sa soirée. On anticipe complètement. Et enfin, notre action, nous, les gendarmes, est là dirigée pour que ce qui est arrivé à Isabelle ne se produise pas. Nous ne sommes pas là pour absolument mettre des amendes, absolument rechercher des choses comme ça, mais nous sommes là pour protéger la population. Si besoin derrière est, nous réunissons les éléments et nous donnons à la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Un dernier mot. Oui, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire celui qui boit un verre, celui qui fume, qui consomme des stupéfiants, ou les victimes comme moi, parce que moi j'avais rien demandé. Voilà. On résume, tout se joue avant. Anticiper, l'objectif c'est d'éviter l'irréparable. On arrive à la fin de cette émission. Plume et moi-même adressons un grand merci à toute l'équipe pour votre présence aujourd'hui, votre éclairage. Un merci spécial à Isabelle pour son témoignage et à la team de nous suivre toujours un peu plus nombreuses. Prenez soin de vous et des autres. Et à la prochaine dans Tout droit. Merci.